Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Les syndicats de la santé à la une de l'actualité nationale. Le SAMES se félicite des négociations entamées avec l'État. La rencontre s'est tenue ce jeudi en présence du ministre de la fonction publique. Et pendant ce temps, Ande Gueusseum persiste ses signes. Malo Diatiam et ses camarades ont marché pour dénoncer de mauvaises conditions de travail et réclamer la matérialisation des accords signés avec le gouvernement. Journée mondiale du rein célébrée ce 10 mars à Saint-Louis. 5% de la population souffre d'insuffisance rénale, des chiffres qui méritent une plus grande attention des autorités. Pour baisser ce taux assez élevé dans la vieille ville, les médecins ont placé la célébration de cette journée mondiale sous le sceau de la prévention. Maguette Wade, figure emblématique de la RTS, rappelée à Dieu. Les témoignages sont unanimes. L'homme était connu pour sa discrétion et sa piété. Son ami et compagnon Doudou Fall revient sur le parcours exceptionnel de cet homme de culture. Votre rubrique hebdomadaire, Les bonnes feuilles de la rédaction, est une ode à la femme. La femme, un trésor, un ouvrage de Mbaye Birom Diouf qui nous plonge dans le quotidien de la gente féminine. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, la santé à la une de l'actualité nationale avec les négociations entre l'État et le SAMES. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal se félicite de la rencontre ce jeudi en présence du ministre de la fonction publique, des échanges pour prendre les devants, mais aussi éviter les grèves et surtout tout autre blocage du système de santé. Et nous écoutons tour à tour Amadou Yeritiam. Il est le secrétaire général du SAMES et Maria Massar, ministre de la fonction publique, qui sont tous les deux au micro de Pape Sangone Mbaye. On nous a convoqués avant qu'on parte en mouvement. Et ça, je pense que c'est un changement de paradigme qui va contribuer à restaurer la paix sociale d'une manière durable dans le secteur de la santé et d'une manière générale dans le service public. Donc, concernant les thèmes abordés, nous avons des questions en rapport avec l'urbanisme qui ont vu en tout cas une bonne résolution. Nous avons eu des questions en rapport avec les démarches administratives et également aussi nous avons eu des réponses assez satisfaisantes. Nous avons eu des questions en rapport avec les hôpitaux et leur fonctionnement, notamment à Mbour avec Polymètre, à Le Dantec et à Dalal Djam. Mais en dehors de cela, nous avons une question notamment à incidence financière, que nous avons en tout cas donné rendez-vous au ministre du budget pour examen. Et nous tenons à dire quand même que c'est une question très importante. En conclusion, dresser un agenda. Entre le mois de mars et le mois de mai, tous les ministères vont tenir des réunions sectorielles et à la fin de ces rencontres-là, une plénière va se tenir avec les ministres concernés et les acteurs, les partenaires sociaux qui sont le SAMES pour aujourd'hui. Parce que cet après-midi, nous allons aussi recevoir d'autres syndicats du secteur de la santé. Et nous saluons vraiment l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle nous avons travaillé, et une atmosphère propice au travail. Donc nous avons fait le point de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce qui est en cours d'être fait. Et vraiment, nous sommes sortis, tous les autres, toutes les parties, avec un sentiment de satisfaction. Et pendant que certains syndicats de la santé négocient avec l'État, d'autres marchent pour manifester leur mécontentement. C'est le cas avec les agents de santé de Ande Gueusseum. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et exigent la matérialisation des accords signés avec le gouvernement, notamment le rehaussement des indemnités de risque. Convoqué à des négociations ce jeudi soir, Ande Gueusseum met en garde le gouvernement. Les détails, c'est avec Pape Mbaye Diao et Fally Gueye. La question
question de carrière par exemple, la question des assistants infirmiers qui doivent donc combler un gap de formation pour être classés à la hiérarchie B4. Nous avons aussi, en dehors de ces assistants infirmiers, nous avons les techniciens supérieurs. Nous avons énormément de problèmes avec ces comités de développement sanitaire, des gens qui se réveillent le matin à 5 h du matin pour ne quitter la structure que vers minuit des fois ou 23 h et qui n'ont rien, sinon 15 000 francs ou 30 000 francs le mois. Des sages-femmes qui sont précarisées avec des infirmiers d'État, une armée de chômeurs. Or, pendant ce temps, les structures ont besoin de personnel. La question du recrutement s'invite. On devait avoir donc 11 décrets pour finaliser ou parachever la fonction publique locale. Et quand on a convoqué les questions à instance financière, savoir le système de rémunération, le gouvernement nous avait dit en son temps qu'il ne pouvait pas se prononcer. Le gouvernement a commencé à régler de manière sectorielle la question de la rémunération. Et nous sommes dit aussi, en dehors de cette plateforme, de ce protocole d'accord qu'on devait signer depuis lors, il faut qu'on puisse intégrer les questions d'instance financière. On a appris aussi que d'autres organisations ont été conviées à cette même rencontre. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Parce qu'en 2018, quand Andegesem entamait ses plans d'action, quand nous sommes venus, au lieu de discuter d'autres plateformes revendicatives, on y a mêlé d'autres gens. Et ça n'a pas prospéré. Célébration de la Journée mondiale du rein ce 10 mars. Des études exhaustives sur les statistiques ne sont pas encore disponibles. Ce qu'on peut retenir ce soir, c'est qu'à Saint-Louis, 5% de la population souffre d'insuffisance rénale. Du coup, les médecins ont choisi cette année pour célébrer la Journée mondiale de mettre l'accent sur la prévention. Aminata Mbaresso et Younous Diatta nous font le point. L'insuffisance rénale, une maladie qui continue de faire des ravages au Sénégal. Ce patient, trouvé en pleine séance de dialyse, donne quelques détails sur la douleur qu'il ressent. À chaque séance de dialyse, je suis épuisé du fait de la quantité de sang qu'on me retire. Si ce n'est pas la dialyse, le patient peut subir une transplantation rénale. C'est le cas d'Abdou Karim Gueye. J'ai subi cette transplantation rénale et c'est mon frère qui m'a donné son rein. Et pour supporter la prise en charge, le coût des médicaments, il a fallu que mon père vende ses appartements. Aujourd'hui, il ne lui en reste qu'un. Les statistiques démontrent la présence de la maladie au Sénégal. On est pratiquement à 1200, autour de 1200 patients qui sont en dialyse, en hémodialyse, et autour de 50 qui sont en dialyse péritonéale. Il y a une étude très bien élaborée qui a été faite sur l'ensemble de la région de Saint-Louis, qui a trouvé que 4,9%, c'est-à-dire presque 5% de la population avait une insuffisance rénale. Évidemment, les adultes et les personnes âgées occupent la tranche la plus importante. La moyenne, c'est autour de 45-50 ans, la moyenne d'âge des personnes qui sont en dialyse au Sénégal. La prévention s'impose et cela démarre par un dépistage. La prévention primaire d'abord, c'est vraiment se faire dépister. Parce que si on se fait dépister, le dépistage est facile, c'est juste une analyse d'urine, peut-être une échographie et une analyse de sang uniquement. Et ça permet de savoir connaître son état rénal. Ce jeudi 10 mars est célébrée la Journée mondiale du rein, une occasion pour davantage sensibiliser sur les causes de l'insuffisance rénale. Les parlons consommation à présent avec cette rencontre entre ministère du Commerce industriel et acteurs dans l'importation des denrées de première nécessité. Ces échanges ont été tenus pour anticiper justement sur d'éventuelles hausses du prix de ces denrées, une crainte qui se justifie par rapport au contexte de conflit qui sévit actuellement dans le monde. Et pour parer justement à toute inflation, les autorités viennent de mettre en place un comité technique pour surveiller l'approvisionnement du marché sénégalais. Nous écoutons Omar Diallo, directeur du commerce intérieur. Il est au micro de notre reporter Pape Sangoné Mbaye. En ce qui concerne les mesures et les propositions qui ont été faites et acceptées et données aux commerçants, il s'agissait sur le riz de permettre à ceux qui avaient dédouané un stock assez consistant de 25 000 tonnes, de leur apporter un appui sous forme d'avoir pour qu'ils puissent tout de suite
passer à l'application des nouveaux prix au niveau import, au niveau demi-gros et au niveau du détail. Le deuxième produit, c'est l'huile végétale raffinée. Sur ce segment d'huile, il y avait une importante quantité d'huile en bidon de 20 litres qui avait été déjà dédouanée et qui était dans les dépôts. L'État a décidé aussi de faire un effort d'appui à travers un avoir aussi sur les frais de dédouanement qui avaient été déjà supportés par ces produits-là et qui concernaient une quantité égale à 313 conteneurs. Ceci a permis d'avoir un niveau de prix au niveau gros, au niveau demi-gros et au niveau détail, accepté par les importateurs et accepté par les distributeurs pour pouvoir écouler cette production-là en respect des nouveaux prix de l'huile qui ont été fixés. En ce qui concerne le sucre, et pour garantir l'approvisionnement correct du pays sur une période assez longue, il a été retenu d'examiner la possibilité en relation avec l'industriel, la compagnie sucrière et les importateurs de pouvoir mettre sur le marché une quantité suffisante de sucre qui nous couvrirait jusqu'en fin d'année. La RTS, la télévision nationale, le monde de la culture, mais aussi le monde de la presse endeuillé avec le rappel à Dieu de Maguette Wade. À la maison mortuaire, la tristesse pouvait se lire sur les visages. Ces enfants sont tout simplement inconsolables et les témoignages sont unanimes. L'homme était connu pour sa piété, mais aussi et surtout pour sa simplicité, Habib Faye. Un son qui rappelle des souvenirs de l'émission Télé-Variété de l'animateur vedette aussi. Le défunt Maguette Wade a marqué son temps à l'ORTS qui deviendra RTS. Au domicile de la vedette du petit écran des années 1990, la tristesse est le sentiment le mieux partagé. Maguette Wade, c'était un homme bon, généreux, digne. C'est trop dur, maintenant trop, mais on va tenir le coup. Ses anciens collègues retiennent de l'homme un homme calme qui a assisté beaucoup de musiciens sénégalais dans leur carrière. En commençant par mon petit frère Youssou Ndour, Ismaël Lo, le feu Thione Seck, Baba Mal, Kiné Lam, Soda Mama, Khar Mbaye Madiaga à l'époque, l'autre, tout Sorano à l'époque. Un gentleman et puis c'est un gars courageux, simple, qui partageait beaucoup de choses avec les gens. Il n'y avait pas beaucoup de médias, il n'y avait que la RTS. Donc on passait tout le temps, tous les jours, toute la journée ensemble. Près de 50 années de loyaux services, Maguette Wade occupait d'autres fonctions en dehors de l'animation. La vie de l'artiste est remplie d'anecdotes. Il était producteur, monteur et réalisateur. Maguette maîtrisait bien le film. Actuellement, c'est la vidéo. Mais à l'époque, ce sont des caméras films. Maguette faisait très bien le montage sur les tables Atlas. Les tables montage à l'époque, c'était des tables Atlas. 1972, une année de référence pour la défunte vedette de la télévision. Maguette Wade a marqué de son empreinte l'art de l'animation au Sénégal. Il allait fêter ses 78 ans ce 28 mars. Le natif de Pékin a laissé derrière lui un riche héritage. Doudou Fall a cheminé pendant 50 ans avec Maguette Wade. Il était son caméraman. La mort les sépare, hélas, ce 9 mars. Il retient de son collègue et ami un homme pieux et courtois. Les deux amis ont effectué leur première tournée. C'était au Zaïre, actuel Congo, et c'était en 1973. Il revient sur leur long compagnonnage et toujours interrogé par Habib Faye. Et le 9 mars 1973,
Nous avons fait le voyage avec mon ami Amdi Sam ensemble pour le Zaïre, à la Renapec et à la voie du Zaïre. C'était en 1973. Il y en a en pagaille. Nous avons fait les variétés ensemble. On a fait le tour du Sénégal, quelques coins de l'Afrique, au Mali, en Guinée. Tout le Sénégal, nous avons fait tout le Sénégal. Nous avons découvert des artistes de talent. Youssou, c'est nous qui l'avons pris avec moi, Chantemba, et on avait mis comme décor le pont Faidherbe. C'est un premier playback qu'on a enregistré ensemble. Ismaël Lo, j'ai fait avec Maguette son premier clip. Il me le rappelle tous les jours. Il y en a beaucoup. On l'avait mis en contact avec Boukounda Ndiaye à l'hôtel Savannah il y a longtemps. Un type bien effacé, très courtois. Très courtois. Ah oui, je vous dis qu'on a vécu 50 ans ensemble. Retour sur cet incendie qui s'est déclaré à la salle de vente à la rue Tchonk. Des discussions sont actuellement en cours pour voir dans quelles conditions les pensionnaires de la salle de vente peuvent continuer d'occuper les lieux, même si la volonté d'une frange de la collectivité Lébou est de reprendre le site. Une déclaration de Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau, venu rendre visite aux sinistrés. Un compte rendu signé Lissa Prera. De concert avec tous les acteurs, des discussions seront engagées pour voir dans quelle mesure les occupants du site de la salle de vente feront continuer à y travailler. Ce sont là les propos d'Alioune Ndoye. Le maire de la commune de Dakar Plateau était venu à leur rescousse accompagné du ministère de la Solidarité nationale. Nous venons de discuter en toute responsabilité. Ce sont des discussions que nous allons continuer entre les différents acteurs concernés. Ceux qui ont des prétentions sur le titre, ceux qui y sont, certains depuis 30 ans, 40 ans, qui mènent leur activité, la forme de ces activités, le type d'occupation, tout ça, nous allons en discuter en toute responsabilité pour essayer d'apporter rapidement des réponses qui puissent satisfaire aux uns et aux autres. Il n'y a que des pères de famille, des mères de famille qui parfois sont dans des difficultés réelles pour gérer certains aspects, surtout en termes de dépenses quotidiennes et parfois même au-delà de cela. Donc il est important dans de pareilles circonstances que le président de la République puisse venir en appoint par rapport à ce qui s'est passé ici. C'est pour cette raison qu'il a mis à leur disposition une enveloppe de 75 millions pour que ces gens sinistrés puissent vraiment voir dans quel cadre ils pourraient l'utiliser pendant ces moments aussi difficiles. Par rapport à la menace brandie par la STI de Lébou pour éviter une nouvelle installation irrégulière dans ce site, les commerçants estiment ne pas se sentir visés. lu tax nga posé ma question. ça va non xalaatuma sax ñu jëlee ma fi ñaanuma ko yàlla lu tax ngeen di ko laaj. parce que am na benn politique. Pourquoi vous nous posez la question? Je n'ai jamais pensé quitter les lieux. Ici, c'est notre lieu de travail. ñi ma ko war a waxal laa koy waxal ñi ma ko séqal laa koy séq. Pour rappel, ce marché de bric-à-brac installé en plein cœur de Dakar a été complètement ravagé par un violent incendie le 8 mars dernier. À Kaolack, les travailleurs de la mairie ont tenu une assemblée générale en brassard rouge pour fustiger des pratiques jugées non commodes de la toute nouvelle équipe municipale. Alors parmi ces pratiques, le fait que des agents étrangers à la municipalité viennent faire émarger les travailleurs pour justifier leur présence. À cela s'ajoute aussi le retard de paiement de salaire, mais aussi et surtout les menaces de licenciement qui pèsent sur plus de 20 agents. Abdou Ndiaye est secrétaire général du syndicat des travailleurs municipaux affiliés à la CNTS. Nous l'écoutons pour plus de détails au micro de notre correspondant sur place, Pambay Diao. Aujourd'hui, on a convoqué l'Assemblée générale par rapport des problèmes qui se au niveau de la commune de Kaolack. À savoir, aujourd'hui c'est le 9. Actuellement, on n'a rien perçu. Et la loi dit qu'à partir de 8, tout employeur n'a plus le droit de bloquer les salaires. Aujourd'hui, c'est le 9, on n'a rien reçu. Pour les pointages aussi, il a pris des personnes étrangères à la mairie, des femmes qui faisaient
les proximités au niveau des quartiers, des maisons, pour demander qu'est-ce que vous attendez de candidats And Nawlé. Ces gens-là, on les retrouve ici à la mairie, ils fassent les pointages. Et ça, c'est pas normal. Donc nous déplorons ça. Et puis tout de suite, on va demander les travailleurs, s'ils sont d'accord, d'arrêter les pointages. Qu'il y a une vingtaine que la mairie veut séparer d'eux. Donc le syndicat va prendre toutes ses responsabilités le moment venu. Donc on va déposer un préavis de grève dans les prochains jours pour parer à toute éventualité. À la une de l'actualité politique, le président et fondateur de la formation politique Union citoyenne, Buntubi, qui soupçonne manigance et manipulation autour du député Théodore Chérif Monteil, et cela dans le but tout simplement de diviser leur formation politique. Ibrahim Mambo, qui explique les raisons de la suspension du parlementaire des instances du parti, lui reproche une usurpation de fonctions, entre autres. Il était l'invité de la matinale, nous l'écoutons avec Chérif Dia. Il y a des questions de discipline au niveau du parti, les activités qui ont été menées. Et puis la direction nationale opérationnelle, en toute autonomie et indépendance, a pris la décision donc de suspendre le député pour justement ces faits de discipline et d'activités qui ne se sont pas passés devant les médias, mais qui ont gravement gêné un peu l'image du parti. Des interviews individuelles. C'est vous-même qui m'avez parlé de la rencontre de Kaolack, qui était aussi une rencontre à faire avec le parti. Il y a aussi naturellement des propos injurieux, des dénigrements à l'égard du président ou des dirigeants. C'était pas à faire. Comme ces faits se sont passés hors des médias, c'est une question interne. Je ne vais pas trop m'épiloguer là-dessus. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il s'est expliqué, il était là. Jamais on l'a averti naturellement. Il était présent. J'ai eu des tête-à-tête avec lui. Il a entendu tout ce que les dirigeants du parti ont dit. Naturellement, on a pris acte. La croissance de Buntubi a surpris son monde. Nous sommes passés de très peu d'élus locaux à des centaines d'élus. Nous sommes passés aussi de très peu, j'allais dire, d'électeurs à des centaines de milliers d'électeurs. Bien entendu, certainement qu'il y a des partis concurrents, des concurrents qui vont dire, oulala, où est-ce qu'ils vont aller ce Buntubi? Il faut commencer à les casser, à jouer, à faire des manœuvres. Mais tout ça va s'éclaircir. Parlons de tout à fait autre chose à présent, la criminalisation transfrontalière. Plus de 120 agents ont été formés dans les régions frontalières de Saint-Louis, Matam, Kédougou et Ziguinchor. Ces agents, qui je le rappelle sont des membres des forces de défense et de sécurité, ont donc été formés, initiés au module de prévision, de gestion, de contrôle des actes de criminalité transfrontalière. La dernière session a vécu à Ziguinchor et le commissaire divisionnaire Mam Seydou Ndour nous en dit plus au micro de Boubacar Diassi. Cette session est la dernière session qui a été organisée dans le cadre d'un programme plus large qui a réuni 4 sections au niveau de 4 zones phares qui ont été choisies et qui sont des zones frontalières, que sont Saint-Louis, Matam, Ziguinchor et Kédougou. Donc c'est des sessions qui s'adressaient donc aux acteurs qui interviennent dans la gestion des frontières et qui sont membres des forces de défense et de sécurité, plus particulièrement donc les éléments de la police nationale, les éléments des douanes sénégalaises et les éléments du service d'hygiène. Donc il s'agissait donc de sessions de renforcement de capacité. Donc ces sessions nous ont permis de former 127 des membres des forces de défense et de sécurité. La variété donc des modules qui ont été traités montre que c'est des sessions donc, qui couvrent l'ensemble des défis auxquels sont confrontés les forces de défense et de sécurité dans la prise en charge de l'aspect sécuritaire de la gestion donc, des frontières. Comme je l'ai dit, ça me rappelle qu'il y a un module qui s'intitule la criminalité transnationale organisée, qui prend en compte tous les aspects donc, de la criminalité nationale organisée, mais également le terrorisme, le trafic de migrants, le trafic de drogue, la cybercriminalité, et tous les aspects ont été abordés dans le cadre de cette formation. Allez, passons à présent à cette bonne nouvelle pour les acteurs de l'agriculture. En Conseil des ministres ce mercredi, il a été annoncé l'augmentation du budget alloué au ministère de l'Agriculture. Il passe ce budget de 60 à 70 milliards pour le professeur Moussa Baldé.
Baldé, eh bien, cette augmentation va servir à booster la production agricole avec notamment l'achat de semences et d'engrais. Le ministre de l'Agriculture faisait face à la presse et c'était en présence de nos reporters Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Pour cette présente campagne agricole 2022-2023, le ministère de l'Agriculture s'est vu augmenter son budget de 10 milliards. Ainsi, il passe de 60 à 70 milliards. Un bond en avant pour mieux booster l'agriculture au Sénégal. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République a validé le budget de la campagne agricole 2022-2023. Et nous sommes heureux de vous dire qu'il a porté Nous nous excusons de la mauvaise qualité sonore de cet élément que nous n'excluons pas de vous remettre dans nos prochaines éditions. En prélude à la 9e édition du Forum mondial de l'eau, l'Agence régionale de développement a tenu un pré-forum. C'était ce matin avec des autorités administratives, occasion pour le responsable du développement rural de dresser les attentes. Des pistes de solutions ont été proposées pour régler le problème de l'eau en général au Sénégal. Nous écoutons le docteur Boubacar Bari. Ses propos sont recueillis par Habib Faye Tierno Laurent Mendy. Parce que quand même, c'est un forum qui est axé sur des éléments qui guident plus ou moins le développement économique de nos différents pays. Un forum de réponse, un forum qui va proposer des solutions aux difficultés auxquelles le monde fait face dans le domaine de l'eau. Et je sais que ces difficultés sont nombreuses. Mais je pense que, Inch'Allah, avec ce qui est attendu du forum, des réponses concrètes seront proposées au reste du monde. Il y a deux aspects. Il y a les aspects thématiques où les gens ont réfléchi ou continuent à réfléchir sur des solutions à apporter par rapport à des interrogations spécifiques et bien cernées, bien cadrées. Il y a aussi les décisions politiques et je crois que c'est ça qui est le plus important parce que quand même, on peut avoir des réponses qui sont techniques et pratiques, on les connaît. Ce n'est pas un secret, on connaît les réponses. Mais il y a besoin également de prendre les décisions politiques pour un portage, afin que ces décisions-là puissent être mises en application. Mes propos ont été sortis de leur contexte. Telle est entre autres l'explication fournie par le désormais ex-délégué général de la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, qui s'est excusé après ses propos polémiques sur la place de la femme dans l'islam. Rappelons que ces déclarations lui ont valu son limogeage par le président de la République hier, mercredi 9 mars. Et plus de détails, c'est dans ce reportage signé Marcel Farba Maroun. Quelques heures après avoir été démis de ses fonctions de délégué général à la DER/FJ par le président Macky Sall, Papa Amadou Sarr a présenté ses excuses via nos confrères de la radio Futur Média. C'est des propos que je déplore et qui ont été sortis hors de leur contexte, mais qui servaient tout simplement à présenter les conditions de travail dans lesquelles nous sommes et les difficultés que les femmes ont accédé au foncier, hériter et travailler dans les meilleures conditions. C'est des choses qui, comme vous l'avez dit, ont pu choquer certains religieux, certains marabouts. Je m'en excuse. Et en tant que bon musulman et en tant que croyant, il y a des choses qu'on ne devrait pas remettre en question et je ne le ferai pas. À l'origine de ce limogeage, une vidéo rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux où Papa Amadou Sarr évoque la place de la femme dans l'islam. C'était à l'occasion de la célébration de la journée des droits de la femme et de l'an 4 de la DER/FJ. Qu'au XXIe siècle au Sénégal, on puisse sortir encore des inepties telles que non, ce n'est pas possible, non, elle ne peut pas serrer la main du marabout, du vieux, et elle ne peut pas être dans la même salle. Et pourtant le soir, comme quelqu'un me dit, elle peut bien lui serrer beaucoup plus que la main. Rappelons que Papa Amadou Sarr, spécialiste des questions de développement, dirigeait la DER/FJ depuis 2018. Avant de rejoindre cette structure rattachée au secrétariat général de la présidence de la République, il a travaillé à la fondation Bill et Melinda Gates.
Allez, parlons à présent d'un grand événement religieux, le Daka de Médina Gounass, qui reçoit de plus en plus de pèlerins. Les fidèles affluent de partout, ils viennent d'un peu partout à travers le monde, notamment de la sous-région pour assister à l'événement, et c'est dans ce contexte que Dental Daka, la structure chargée de l'organisation, a été renforcée. Abdoulaye Diallo. Le Daka de Médina Gounass est l'une des plus grandes cérémonies religieuses du Sénégal. Le Dental Daka, structure chargée de l'organisation du Daka, a besoin des mains de toute la communauté gounassienne pour ensemble satisfaire les vœux du Khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba. C'est dans ce contexte qu'est né le cadre d'échange et d'organisation des disciples de Thierno Ahmadou Seydou Ba. Et nous, en tant que fils du Dental, en tant que fils de ces parents-là, ce que nous avons aujourd'hui, ou bien notre objectif, c'est d'épauler en tout cas tous ces parents qui étaient avec Thierno Alaji Mohamed Saïd pour pouvoir reprendre le flambeau en main. Donc voilà l'idée qui a jailli et qui a fait que nous avons créé cette association. Nous avons comme objectif d'unir également tous les disciples de Thierno Alaji Mohamed Saïd pour vraiment aider surtout les grands projets de Thierno Alaji Mohamed Saïd. Le COD vient en appui au Dental Daka dans l'organisation. Bon, le COD vient en appui, c'est une organisation des disciples. Elle vient en appui de tous les services de l'État. Elle vient en appui du comité d'organisation. Elle vient en appui du Dental de manière générale. Donc nous sommes un démembrement d'accord, mais démembrement qui fait partie de ce que Thierno Alaji Ahmadou Tidiane Ba, le Khalife général, veut. Nous ne sommes pas une structure entièrement à part, mais nous sommes une structure à part entière du Dental de Médina Gounass. Ils sont dans plusieurs domaines du Dakar. Nous, notre mission, c'est d'accueillir et vraiment de tout faire pour que les autres de Thierno Alaji Ahmadou Tidiane Ba, du Khalife général, soient dans de bonnes conditions. Et je pense que vous avez vu comment nous avons installé. Donc ça, c'est des moyens que nous avons allé chercher pour vraiment mettre à l'aise tous ces invités, surtout les autres du Khalife général, encore une fois, qui viennent des pays arabes, surtout de l'Arabie Saoudite, de Maroc. Les shérifs également sont là. Donc une fois encore, c'est pour tous les disciples de manière générale. Selon les propos de ces disciples, ils ne ressentent aucune difficulté quand il s'agit d'un travail destiné à la Oumma islamique. Dans votre rubrique hebdomadaire, les bonnes feuilles de la rédaction, journée du 8 mars oblige, on s'intéresse ce soir au livre de Mbaye Biram Diouf, un ouvrage intitulé La femme, un trésor, pour rendre un vibrant hommage à cette frange de la population, ce professionnel du maintien de la paix et de la sécurité qui, à travers son expérience, plonge le lecteur dans l'environnement des femmes. Dans son récit, on peut sentir l'accent mis sur des moments de tension qui appellent les consciences à l'éveil, mais aussi à la retenue. Les bonnes feuilles de la rédaction, ce sont des notes de lecture toujours signées Ibou Diouf. Pour cet auteur, il fallait s'arrêter sur la place et l'impact de cette figure de la société. La femme, un être chanté et magnifié. Mbaye Biram Diouf présente son hommage aux dames dans son livre La femme, un trésor. C'est pourquoi nous avons estimé que la femme est une source intarissable de valeur et qu'il faudra mettre en exergue. C'est pourquoi nous avons opté d'écrire sur la femme, parce que la femme mène un combat éternel pour sa dignité, pour sa reconnaissance, et elle mérite d'être magnifiée. Et effectivement, la femme, c'est un trésor. L'auteur veut être reconnaissant, car tout au long de sa carrière, il a toujours été impressionné par l'engagement des femmes. J'étais plutôt militaire, donc un expert de la sécurité. Et mon premier réflexe est venu quand j'ai conduit un contingent de police civile des Nations Unies au Timor oriental. Et j'ai vu beaucoup d'atrocités, des morts et tout ça, beaucoup de femmes qui étaient en danger, exactement parce qu'on parle de femmes en danger. Et les efforts que j'ai fournis, que j'ai déployés parfois pour sauver des femmes. Un regard, un amour éternel pour Mbaye Biram Diouf, un ouvrage qui dresse donc le portrait de la condition des femmes, un vibrant hommage à la bravoure de ces femmes battantes. C'est plus un essai, c'est pas vraiment un roman, mais dans cet essai, nous avons amené beaucoup de scénarios pour essayer de traduire la réalité sur le terrain concernant tout ce que la femme vit de bien, mais également tous les obstacles, tous les défis à relever. Voilà. Donc, je crois que les lecteurs vont se régaler à travers ces scénarios. Si la femme est le thème prépondérant dans cette création littéraire, la passion de l'auteur pour l'écriture peut se lire aussi à travers les lignes. Et au total, j'ai réalisé 4 ouvrages. Le premier, c'est Lumière invisible, et le mot lumière est important pour. Et le deuxième livre, qui s'appelle
l'une ivoirienne raconte le cas d'un viol en Côte d'Ivoire dans le contexte de la crise. Le troisième livre que j'ai écrit, qui est fini, que j'avais même imprimé, et en fin de compte, j'ai toujours gardé ça. C'est un livre sur la vie de l'artiste Pape Diouf. La femme, un trésor, est un hymne et un constat qui aboutit à un discours intercédant pour la condition des dames. Dans ses écrits, l'auteur se positionne pour lutter contre la violence subie par cette importante frange de la population. Allez, juste avant de se quitter, l'actualité sportive avec du football local. La 13e et dernière journée de la phase allée de la Ligue 1 se joue ce week-end avec du suspense pour le titre de champion à mi-parcours. Parmi les prétendants, l'actuel leader Guédiawaye FC, dont les résultats semblent répondre aux investissements de ses nouveaux dirigeants. Le reportage est signé Cheikh Sadibou Diarra. C'est une fin de la phase allée à suspense. 5 clubs prétendent au titre de champion à mi-parcours lors de la 13e journée de la Ligue 1 ce week-end. Je ne pense pas qu'on puisse parler de nivellement vers le bas, dans la mesure où la plupart des équipes qui étaient considérées comme les favorites au titre sont au rendez-vous. On peut citer le Jaraaf, on peut citer l'AS Pikine, le Casa Sport et Génération Foot. Il n'y a que le champion en titre Teungueth FC qui est quelque peu décroché, qui se retrouve à la 7e place avec 7 points plutôt de retard sur le leader. Le surprenant leader, on va dire, Guédiawaye FC, donc qui n'était pas très attendu à cette place, cette première place à une journée de la fin de la phase allée. Le promu Guédiawaye FC, l'actuel leader, accueille le Casa Sport dans le choc de la dernière journée de la phase allée. Bien placé pour le titre honorifique, le club de la banlieue est à prendre au sérieux pour la suite du championnat. Juste après sa promotion en Ligue 1, donc à l'intersaison, Guédiawaye s'est quand même renforcé avec l'arrivée de plusieurs joueurs qui ont un certain vécu, une certaine expérience de l'élite. Et on sait également que le club s'est doté de moyens, donc aussi bien financiers qu'humains, que matériels. Et aujourd'hui, ce qui manquait très souvent à l'équipe, c'est-à-dire l'adhésion populaire, est au rendez-vous. Et donc, ce n'est pas à proprement parler une surprise. Tout cela augure d'une bonne deuxième phase de championnat, une match retour qui sera, de mon point de vue, assez intéressante. La 13e journée de la Ligue 1 démarre ce samedi avec 3 rencontres, dont l'affiche Teungueth FC AS Pikine. Elle se poursuit le dimanche avec les 4 autres matchs, parmi eux le très attendu Guédiawaye FC Casa Sport à partir de 16h30. C'est la fin de cette édition. Je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez la grande Binta Diallo. Ce soir, Journée mondiale du rein oblige. Elle reçoit le professeur Abdou Niang, néphrologue. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.